D'abord, à la citation de Péguy, j'aurais rajouté une citation de Paul Valéry qui disait que les outils que l'on peut tirer, d'abord qu'une fois qu'on a publié un texte, il vous échappe et qu'il appartient à ses lecteurs, et que les outils qui peuvent en tirer sont quelquefois plus intéressants que ceux que l'auteur avait à l'origine voulu y développer. Donc c'est la morale, au fond, de cette discussion d'aujourd'hui, que je viens pour apprendre et pas pour rectifier des interprétations que je considérerais comme fautives, bien au contraire. Concernant la premier exposé, la première présentation sur la réception théologique des formes du visible, j'ai cru discerner que, au fond, j'avais, ou plus exactement, que un des corollaires en fait, du travail que j'avais mené visait à détrôner le naturalisme. C'est une expression que vous avez En tout cas, employée. à en faire quelque chose qui soit moins l'évidence dans la manière de regarder le monde. Oui, alors ça c'est vrai, mais ce n'est pas mon objectif du tout de minimiser ses qualités. J'ai des collègues, et en particulier un que certains d'entre vous connaissent, qui est Tim Ingold, qui considère que ce qu'il appelle pas le naturalisme et sur la vision moderne des choses est moralement abjecte et surtout qu'elle ne rend pas compte de la saisie immédiate du monde tel que les chasseurs-cueilleurs ont su la développer, avec l'aide de Merleau-Ponty d'ailleurs. Mais c'est pas du tout ma perspective. Je considère que il n'y a aucune dimension morale dans les propositions que je fais. Je considère que le naturalisme est une forme parmi d'autres de mondiation, qu'elle a ses mérites et qu'elle a ses inconvénients. Ces inconvénients sont en train de devenir de plus en plus visibles avec le réchauffement climatique et le caractère de plus en plus inique des inégalités provoquées par le capitalisme. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il y a un effet, j'allais dire non pas direct, puisque je pense que le capitalisme avait besoin du naturalisme pour apparaître et se développer. Donc il n'y a pas de dimension morale en soi de ce point de vue-là. J'ai trouvé intéressant les remarques que vous faites sur l'historicité du naturalisme qui en fait aurait précédé le développement du naturalisme lui-même, avec cette idée que l'analogisme chrétien porte l'accomplissement de l'histoire d'Israël et donc porte une dimension temporelle importante que peut-être, au fond, ça je ne sais pas, parce que je ne suis pas suffisamment savant pour pouvoir trancher la question, qui aurait donné cette impulsion temporelle par l'intermédiaire du christianisme au naturalisme, qui a cette caractéristique tout à fait singulière d'avoir un régime de temporalité très très différent des autres formes de mondiation. Et d'ailleurs, par-delà nature et culture, j'évoque les différents champs dans lesquels les modes d'identification, me semble-t-il, ont des effets. Et l'un de ces champs, c'est les régimes de temporalité. Rassurez-vous, je ne vais pas écrire un nouveau livre de 850 pages sur les régimes de temporalité. Ça me tente, mais j'avance en âge et je ne suis pas Pic de la Mirandole. Mais pour mener à bien un projet de ce type-là, il faudrait comprendre, effectivement, comme vous l'avez souligné, comment dans le cadre du naturalisme, une sorte d'impulsion initiale qu'il faudrait chercher, non pas chez Hérodote, mais dans cette eschatologie tout à fait singulière, vient donner une impulsion, au fond, à une temporalité cumulative
qui est très très différente de celle qu'on trouve dans la cité antique, bien sûr. Pour ce qui concerne tes insomnies, je suis désolé d'avoir contribué à les alimenter. Il y a une question, alors c'est l'argument que tu développes, à savoir que le rapatriement dans les lieux de vie de la figuration est un des facteurs du développement des images naturalistes. Je pensais alors c'est un domaine aussi dans lequel je ne suis pas très compétent, mais c'est les images de dévotion et surtout les sculptures. Je pense à ces fameuses sculptures de l'école rhénane qui sont à la fois qui interviennent très tôt. Hein, on a ça dès le XIIIe siècle, si mes souvenirs sont bons, et qui alors j'en donne une image qui est très que je trouve admirable dans les formes du visible et dont on dit qu'elle aurait provoqué un tel ravissement chez une sœur qu'elle serait entrée en lévitation. Ces images, me semble-t-il, elles sont réalistes au sens qu'elles dépeignent l'intériorité avec une puissance expressive tout à fait extraordinaire. Elles sont pas dans les lieux de vie, là. Elles sont au contraire dans des lieux d'adoration. Est-ce qu'il n'y a pas une modulation, au fond, dans les différents types d'images selon leur capacité à agir comme déclencheur, au fond, d'une imagerie naturaliste. Par ailleurs, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit sur les chimères. Ça m'a fasciné parce que j'avais pris les chimères d'une manière générale comme un exemple un peu oui, général, sans me pencher en particulier sur les chimères médiévales dont je savais qu'elles existaient, mais j'ai eu le plaisir de voir que ce que j'avais pressenti à propos des chimères s'est confirmé pour l'époque médiévale. Il y a beaucoup à dire sur ce que vous avez dit. Si vous avez des questions plus précises, même incisives à poser, d'ailleurs, il ne faut pas hésiter. Vous avez enrobé vos questions d'une très grande courtoisie. Encore une fois, la citation de Paul Valéry que je faisais tout à l'heure devrait permettre que les outils que vous ressaisissez puissent vous permettre d'aller beaucoup plus loin que je l'ai été moi-même. Alors, je crois qu'il y a quand même quelques questions qui arrivent de l'assistance, de l'Assemblée. Est-ce que vous m'autorisez une question après les exposés? Merci beaucoup. Non, mais parce que c'est ce transfert de sacralité là, de l'espace du culte à l'espace domestique, quand même une thèse que je trouve extrêmement intéressante, que l'on voit parcourir d'ailleurs sur plusieurs des interventions. Je pense aussi à ce qu'on a entendu en d'autres lieux. Et vous avez cité le moment, me semble-t-il, peut-être important de la Devotio Moderna, d'ailleurs où apparaît le mot moderne, comme peut-être une intériorisation par l'élan mystique, et je pense que la question mystique devrait être traitée comme manière de faire et de comprendre les images, comme une intériorisation finalement de ce qui est encore extérieur, à savoir le mystère. C'est quand même très frappant. On a parlé de la Vierge au chancelier Rollin, ou Vierge du chancelier Rollin, mais justement l'ambiguïté entre le haut et le du est tout à fait intéressant. On a parlé tout à l'heure des images mentales qui se passent dans un lieu privé, et c'est précisément une expérience mystique. La fibre mystique, évidemment, est abondamment explorée par la théologie, mais elle est capable, la théologie, ici, de reconnaître que dans l'expérience mystique, il peut y avoir aussi des réductions
du mystère, et donc une objectivation du mystère, et donc une profanisation du mystère, finalement une quotidianisation du mystère, et pourquoi pas une transcription du mystère en mode naturaliste. Voilà, c'est peut-être aussi une question que je me pose en vous entendant. Je ne sais pas si ça répond à... ou si ça évoque des choses pour vous, Philippe Descola ou Maxime. Juste rajouter un élément pour aller dans votre direction, c'est en faisant, disons, cette hypothèse où il me semble que ce qui est décisif, c'est de ne pas penser, disons, le chemin historique entre le Moyen-Âge et la Renaissance comme étant et le transfert disons, de l'Église au palais ou même à la maison la plus ordinaire, parce qu'on trouve des images au XVe siècle à un niveau extrêmement bas. C'est un phénomène anthropologique assez phénoménal de se dire que dans les années entre 1450 et 1550, des milieux, disons, qui sont celui des marchands, mais des marchands ordinaires, deviennent disons, des consommateurs ou des usagers, disons, d'images, alors qu'ils n'étaient pas 2 siècles plus tôt. Et là, il y a une démocratisation de l'image qui est extrêmement forte. Mais l'erreur serait de penser ça comme un triomphe, disons, d'un regard séculier, puisqu'il me semble que c'est grâce à cette hybridation que je décris entre le lieu de culte et le lieu de vie que ces images se diffusent. C'est-à-dire qu'elles se diffusent avant tout par le biais d'images religieuses. Et c'est-à-dire qu'on sait par des inventaires après décès, par exemple, qu'à Valence, au XIVe siècle, Valence en Espagne, il y a 60% des maisons qui abritent un retable. C'est-à-dire que l'image rentre dans les maisons par le biais de la dévotion domestique. Et en fait, il n'y a jamais eu autant, je dirais, d'images religieuses. Sans doute, il n'y avait jamais eu d'autant d'images religieuses avant que celles-ci rentrent dans les maisons. Et du coup, ça accompagne, il me semble, toute une série de pratiques nouvelles et une intimité nouvelle avec les images. Je pense aux pèlerinages virtuels, par exemple, qui se font dans les maisons, où effectivement, quand on ne peut pas aller à Jérusalem, on peut faire toute une série de refaire le voyage du pèlerinage à partir d'une seule gravure chez soi, mentalement, mais avec le support de l'image. Et ce genre de pratique suppose une intimité qui est celui de l'espace de vie, de l'espace où on le disait, on s'endort, on s'abandonne au sommeil, qui n'aurait pas de sens, disons, dans un lieu public. Et voilà, je voudrais... C'était effectivement ça. Et c'est une question, est-ce qu'on a des informations sur des commentaires de ces images en famille, par exemple est-ce que ces images sont transparentes ou elles ont besoin d'être commentées, notamment dans la transmission intergénérationnelle pour expliquer ce qu'elles forment, ce qu'elles représentent, quel type d'agence elles ont? Alors, effectivement, c'est vrai qu'il y a dans le type des images proprement de dévotion, ce qui est frappant, c'est leur simplicité, parce que quand on voit dans ces inventaires après décès, eh bien, les 9/10 des images ne représentent même pas de saint, mais c'est simplement la Vierge ou le Christ. Donc il y a finalement une évidence de ces images-là. Mais par contre, on voit dans les transmissions de génération en génération d'images qui sont pour le coup plus profanes et peut-être plus personnelles, une transmission qui passe d'ailleurs souvent par les femmes, que là, il y a effectivement des histoires familiales qui sont attachées à ces images, et du coup, un autre type d'agence qui est sans doute lié à des rapports plus intimes, ou d'un autre ordre en tout cas, qui sont développés, et que là, qui suppose des médiations familiales. Ouais. Et puis peut-être aussi, pour ajouter dans un sens encore retour, donc cette fois-ci de la mystique vers une piété plus officielle. Je crois que c'est Victor Stoïkita aussi qui rappelle qu'il y a des visions qui ont d'abord été celles d'un mystique avec sa dimension, on va dire, charismatique et pas nécessairement dans la dimension la plus hiérarchique dans la religion. Et en même temps, en les représentant en train de voir leur vision et en les instaurant dans un certain nombre de chapelles, il montre bien aussi comment, à travers ça, on permet inversement de redéployer l'espérance mystique de quelques-uns vers l'ensemble du peuple, en fait, du peuple chrétien. Qui est un double mouvement, en fait, qui peut aller vers le privé et puis qui peut aussi revenir du privé à travers la médiation d'une image qui permet de voir ce que l'autre a vu, en fait, justement.
à l'intérieur du tableau. Je peux peut-être revenir sur la question, avant de répondre aux questions de l'incarnation, que j'entends dans un sens très large, l'incarnation christique étant l'une des manifestations de cette propriété des images de multiplier les présences, au fond, de façon visible. C'est un... Si on vous posait tout à l'heure la question des gravures pariétales, il est possible que ce soit bien au-delà de toute ambition de favoriser la présence des animaux pour la chasse. Simplement, ces images d'animaux ont un besoin de les rendre présents, de les rendre plus immédiats, de les actualiser, au fond, en contribuant à la diversité des êtres qui peuplent le monde. Lorsque j'évoque cette question, je l'introduis par une citation d'un de mes anciens étudiants qui posait une question. C'était une population du sud du Mexique et il demandait, au fond, tous les animaux qui ne sont pas utiles à l'homme, qu'est-ce que c'est? Ils complètent le monde. J'ai trouvé ça très beau comme expression. Ils donnent plus de densité, au fond, au monde. Ça permet d'échapper à toute tentation fonctionnelle, notamment toute tentation fonctionnelle du rituel. Et cette incorporation, en somme, dans les images, fait que le monde est beaucoup plus excitant parce qu'il est beaucoup plus divers du fait de la durabilité, en quelque sorte, de la présence qui est actualisée par les images. Je disais tout à l'heure qu'on peut très bien faire advenir des esprits par la voix et avec peut-être plus d'efficacité que par les images, mais c'est un phénomène temporel. Les images ont cette stabilité, évidemment, qui rend cette opération de compléter le monde beaucoup plus convaincante. Merci pour la référence à Merleau-Ponty aussi. Vous avez remarqué que je le cite à plusieurs reprises. Et c'est une source d'inspiration, bien sûr, notamment ses travaux, L'œil et l'esprit, et visible et invisible, qui sont parmi les choses les plus intéressantes qu'on ait écrites sur la figuration, justement. Merci beaucoup. Alors merci infiniment Philippe Descola, on vous remerciera jamais assez d'être venu nous rendre visite ici au Collège des Bernardins. C'était vraiment un très grand honneur, un très grand plaisir de vous avoir vu, de vous avoir entendu, après avoir chacun d'entre nous, j'imagine aussi, eu la joie de pouvoir vous lire dans ce livre magnifique, Les formes du visible. Donc encore une fois, un très grand merci. Je remercie aussi tous les vaillants panélistes que nous avons eus tout au long de la journée. Arnaud Pierre, Jérémy Curing, Estelle Zong, Grégory Quesnay. J'espère que je n'oublie personne. Si, je dois oublier encore quelqu'un. Et puis évidemment nos deux vaillants finalistes, pour ainsi dire, Maxime Derberg et Pierre-Olivier Dittmar. Un grand merci aussi pour les équipes techniques qui ont permis cette journée. Je pense ici à l'équipe des pilotes au Collège des Bernardins, ceux qui étaient en régie. Ils méritent bien aussi nos applaudissements. Merci à Yann qui a permis aussi de récolter les questions. Je pense aussi à nos traducteurs. Ça n'a pas dû être facile. Ils ont été vaillants eux aussi. Et donc ils ont le droit aussi à toute notre gratitude. Et puisque toutes les belles choses doivent se terminer de manière encore plus belle, eh bien, nous avons maintenant un cocktail où vous êtes conviés pour pouvoir poursuivre nos discussions et nos rencontres autour de Philippe Descola. Alors, je crois, Philippe Descola, que vous prêteriez volontiers à l'exercice de dédicace
C'est ce qu'on m'a dit. Alors peut-être... Je l'ai fait, oui. Voilà. Donc ceux qui ont avec eux leur ouvrage Les formes du visible, voilà, pourront le faire. Un très grand merci à chacun et à chacune.